Vous êtes président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Vous avez été candidat à la présidentielle notamment de 2017, 2012 aussi. Votre particularité, vous voulez sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe. Vous êtes partisan du Frexit, comme le Brexit. On va justement en parler. Mais on va commencer avec ce sujet d'actualité. Le pont dont tout le monde parle. Effectivement, on a vu aujourd'hui, on l'a appris aujourd'hui que c'est un camion de plus de 50 tonnes qui a été a priori la cause de cet accident. Vous avez dit, par exemple, sur les réseaux sociaux hier, un sous-investissement chronique dans les ouvrages d'art de notre réseau routier. Au même moment, la France verse via l'Union européenne des dizaines de millions d'euros pour construire les ponts dans les pays de l'Est. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'Europe est la cause de tous les maux, même ici en France? L'Europe n'est pas la cause de tous les maux, mais c'est la cause de maux très importants, notamment les problèmes budgétaires qu'il y a en France. Il n'y a jamais plus de budget, non, rien du tout. Or, il est un fait exact que, certes, il y a eu hier un camion qui, semble-t-il, était en surcharge. Mais d'après ce qu'a dit le procureur de la République, il a dit que c'était la cause immédiate. Mais il y a une cause plus lointaine, c'est effectivement que ce pont était certainement très affaibli. Il y a eu les substances qui se sont décrochées. Et d'après les témoignages, il y avait de très nombreux camions qui passaient régulièrement sur ce pont. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un sous-investissement. Ce pont aurait dû être mis de côté. On aurait dû construire un nouveau pont. On n'a pas les moyens. Au même moment, le Sénat a publié en juin dernier un rapport qui montre qu'il y a 25 000 ponts en France qui sont en très mauvais état et qui devraient être réparés. 25 000 ponts. Un rapport du ministère des Transports avait indiqué l'an dernier qu'il manquait à peu près 300 millions d'euros par an pour maintenir en état le réseau routier national non concédé. Or, qu'est-ce que je constate? Je constate que la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et ces 9 milliards d'euros servent à financer d'abord la superstructure de la Commission européenne, de la Cour de justice, du Parlement, avec des fonctionnaires européens qui gagnent d'ailleurs des fortunes, mais d'autre part sert aussi à financer la construction notamment d'infrastructures dans les pays de l'Est. Et en particulier, j'avais pris l'exemple, je l'avais d'ailleurs dit lors du débat sur les élections européennes, il y a actuellement un pont en construction en Croatie, le pont de Pejoslav, qui est en construction pour 360 millions d'euros de fonds européens. Comme les Français en payent un sixième, ça fait 60 millions d'euros. Et la Commission européenne a attribué ce pont à une entreprise publique chinoise. Le Premier ministre chinois s'est rendu à Zagreb et en Croatie pour inaugurer les travaux. Direction le sud-est de la Croatie où le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est rendu au pont de Pelješac avec son homologue croate Andrej Plenković. La construction du pont a été financée par l'Union européenne et octroyée à une entreprise chinoise par le biais d'une approche ouverte et transparente, en parfaite conformité avec le droit de l'UE. Le Premier ministre chinois a décrit ce projet comme étant un modèle de coopération relevant du cadre du mécanisme 16+1 et un symbole de l'amitié entre les peuples des deux pays. M. Li a ajouté qu'il espérait que ce projet sera achevé le plus rapidement possible et faciliterait la vie des habitants locaux. Inaugurer les travaux. Alors je me tourne vers Éric Zemmour. Du pont à l'Union européenne, il n'y a qu'un pas, 9 milliards? Alors, moi d'abord, je voulais vous dire que j'étais ravi de discuter avec vous ce soir parce qu'on partage beaucoup d'idées, beaucoup de thèses, beaucoup même de sentiments. Moi, j'aime bien chez Monsieur Asselineau son côté. C'était mieux avant. Je suis comme vous. Je pense ça et rien ne me fera dévier de cette idée. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. Notre participation dans le cadre des Nations Unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permettent d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux,
sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. Il y a une vie après la construction européenne. Maintenant, après, c'est comment on mène des combats qu'on peut avoir en commun, etc. C'est ça l'idée, en fait. Est-ce qu'on les mène bien? Est-ce qu'on les mène mal? Est-ce qu'on pense qu'on peut les mener bien ou mal? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Maintenant, vous me dites, l'exemple du pont est un très bon exemple, je trouve. Parce que vous nous dites, ce pont, bon, vous m'accordez que l'effet direct n'a rien à voir avec le sous-investissement, etc. C'est ce camion qui n'a pas respecté les réglementations. Et vous le dites vous-même, d'autres camions, depuis des mois et des mois, ne respectaient pas non plus. Donc évidemment, ça... Mais je veux bien... Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de vous croire de mauvaise foi. Je veux bien penser, comme le rapport sénatorial, que nous avons beaucoup de ponts qui sont en sous-investissement. Nous ne sommes pas d'ailleurs le seul pays. L'Allemagne aussi est en sous-investissement. Les États-Unis sont en sous-investissement public. Il y a beaucoup de pays comme ça. Et je pense que c'est un système mondial, occidental en tout cas, qui fait que d'abord, on dérive de l'argent public vers des choses qui ne sont pas indispensables. On réduit les investissements, etc. Et surtout pour la France, moi je crois qu'au-delà de l'Europe, pardonnez-moi, hein, les 9 milliards font pas le figure à côté de nos budgets sociaux. Moi, je pense que notre problème numéro 1, ce n'est pas les 9 milliards qu'on donne en plus à l'Europe, qui sont vraiment un épiphénomène, un trait léger sur le papier par rapport à notre budget social qui est colossal. Et pourquoi notre budget social est colossal selon moi? C'est parce qu'on l'ouvre au monde entier. Et ça, c'est pas l'Europe qui nous oblige à faire ça. Je vais pas me faire l'avocat du diable, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je n'ai pas de sympathie particulière ni pour les technocrates européens, ni pour la superstructure de la Commission de Bruxelles. Mais je pense qu'il est ridicule de tout mettre sur leur dos et surtout de se tromper de combat. Moi, je pense qu'en l'occurrence, nos problèmes budgétaires viennent de nos problèmes sociaux, et nos problèmes sociaux viennent du fait que notre système social est open bar et est ouvert au monde entier. François Asselineau. Stratagème numéro 18. Quand nous nous apercevons que notre adversaire s'est armé d'une argumentation capable de nous contraindre à déposer des armes, il ne faut pas que nous permettions à la controverse de prendre une pareille tournure, ni à lui d'aller jusque-là, mais que nous rompions les chiens au moment voulu, en nous dérobant ou en détournant le débat vers d'autres propositions. Bref, il faut provoquer une mutatio controversiae. François Asselineau. Alors, d'abord, je me réjouis de débattre avec Éric Zemmour, avec lequel j'ai des points communs, mais nous avons aussi de sérieuses divergences. Sûr, on va voir, bien sûr. Quand vous parlez des sentiments, sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord, je tiens à le préciser. Deuxièmement, c'est assez facile de jeter comme ça, de passer sous la table 9 milliards d'euros, et de passer sous la table ce fait absolument évident que la France, les contribuables français, sans s'en rendre compte, finance les infrastructures routières en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie. Alors vous me dites on pourrait trouver de l'argent ailleurs. D'accord, mais où allez-vous trouver de l'argent ailleurs? Et qu'allez-vous proposer? Je vois qu'actuellement, M. Macron, qui vient de dire à l'Association des maires de France qu'il veut lutter contre les fractures, il est l'artisan numéro 1 des fractures. M. Macron est en train de prendre des décisions de la réforme de l'assurance chômage. Vous le savez, les employés de Pôle emploi sont effarés. Il va y avoir 1 300 000 Français qui vont d'un seul coup voir leurs prestations de chômage diminuer, peut-être baisser au RSA. Vous savez qu'actuellement... La nouvelle convention de l'assurance chômage décidée par le gouvernement durcit encore un peu plus l'accès et le maintien des droits pour les chômeurs et précaires. Pour ouvrir des droits, il faut maintenant avoir travaillé 6 mois sur 24 mois, contre 4 mois sur 28 mois auparavant. Pour recharger ces droits, il faut maintenant avoir travaillé 6 mois au lieu d'un mois auparavant. À partir du mois d'avril, les indemnités seront calculées en divisant les salaires perçus sur la totalité des jours du mois et non sur la totalité des jours travaillés. C'est aussi le retour de la dégressivité pour les plus hauts revenus. C'est la porte ouverte à la généralisation de ce système injuste qui a déjà été essayé sans succès. Au total, un chômeur sur 2 va être impacté par cette nouvelle réforme, soit 1 300 000 chômeurs. On voit bien qu'à travers ces chiffres, que le gouvernement ne veut pas éradiquer le chômage, mais bien les chômeurs. Cette
réforme va toucher plus durement les femmes et les jeunes, principales victimes du temps partiel subi et des contrats courts. Avant, pour 12 mois de travail à 1 425 €, je touchais une allocation chômage de 1 065 € par mois sur 12 mois. À partir du 1er avril, pour le même travail et le même salaire, je toucherai une allocation chômage de 705 € par mois sur 24 mois. Avant, pour 6 mois de travail au SMIC, je touchais 936 € par mois pendant 6 mois. À partir du 1er avril, pour le même travail et le même salaire, je toucherai 282 € par mois pendant 24 mois. Cette réforme a pour objectif de réaliser 3,5 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Vous savez qu'actuellement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, il y a 800 à 900 Français qui basculent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes face à un pays qui est en pleine déroute sociale et morale. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment en ce moment qu'il faut s'attaquer maintenant aux systèmes sociaux alors que nous ne cessons de nous attaquer? C'est également les retraites. Tout ceci d'ailleurs étant réclamé, je me permets de le préciser, la réforme des retraites, comme la réforme de l'assurance chômage, comme beaucoup d'autres choses, étant réclamée par la Commission européenne, je suis désolé de le repréciser, en vertu du rapport des grandes orientations des politiques économiques qui sont décidées chaque année pour chaque État et notamment pour la France. Est-ce que vous connaissez les GOPE, grandes orientations de politique économique? En fait, c'est la feuille de route fixée depuis des années à chaque État de l'Union européenne pour aller vers une harmonisation du marché. Donc dedans, on trouve le gel des salaires, la réduction du périmètre de l'État, c'est-à-dire les privatisations, la baisse des dépenses publiques, la souplesse des conditions de travail en cas de difficultés économiques, donc des facilités pour licencier, et puis la fin des professions réglementées. Exactement les fameuses réformes. Macron nous explique qu'elles sont indispensables à la France. Le problème, c'est que pendant des années, les syndicats se sont contentés de défendre les intérêts de leurs adhérents au mépris des règles d'égalité. Les régimes spéciaux, ça n'incite pas les salariés du privé à aller manifester, donc ils ne seront pas là aujourd'hui. La conclusion, c'est que quand on ne peut pas déprécier sa monnaie, on retrouve de la compétitivité en jouant sur les salaires et le droit du travail. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est ce que l'Union européenne nous réclame. Un alignement sur les dérégulations à l'œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni. Et ça, les Français n'en veulent pas, mais ils n'ont pas vraiment de porte-voix. Alors, monsieur Asselineau, deux choses. D'abord, vous nous dites il ne faut pas construire il faut pas donner de l'argent aux pays de l'Est, etc. Moi, je n'ai pas dit ça. Si, vous dites ils ont construit des ponts dans les pays de l'Est, c'est pas bien de donner de l'argent aux pays de l'Est. Je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord, mais je ne vais pas vous expliquer quand même à vous que cet argent qu'on donne aux pays de l'Est, c'est une compensation parce qu'ils ne mettent pas de droits de douane à nos produits et qu'en plus, ils doivent donc, si vous voulez, souffrir. Et normalement, comme ils sont des pays qui sont en retard économiquement, ils auraient dû mettre des droits de douane pour se protéger. Comme ils n'en mettent pas, il faut bien compenser. Et en plus, vous savez très bien que ça permet à nos entreprises d'aller dans ces pays-là, nos grandes surfaces, etc. D'accord, mais si c'était si extraordinaire... je ne dis pas que c'est extraordinaire, je vous dis que c'est pas complètement délirant. La construction européenne a organisé la concurrence, la rivalité et non pas la solidarité entre les États. La construction européenne a organisé le désarmement des frontières et non pas justement la préférence communautaire qui existait sous le général de Gaulle et qu'elle a abattue à partir des années 80. En vérité, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Ce n'est rien. C'est un no man's land commercial et le bras armé de la mondialisation, le cheval de Troie de la mondialisation. Ce n'est rien d'autre. Si c'était si extraordinaire, pourquoi Macron a-t-il mis son veto à l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie récemment? C'est bien parce qu'il sait très bien que c'est un fardeau financier colossal qui arrive, avec par ailleurs des mafias tous azimuts, voilà. Et des tous azimuts. Là c'est mieux. Et donc non, c'est pas mieux, tout ça c'est la vérité. Non, et donc, Stratagème numéro 15. Quand nous avons posé une proposition paradoxale, que nous serions en peine de prouver, nous proposerons à notre adversaire une proposition quelconque, exacte, mais dont la vérité n'éclate pas de prime abord, afin qu'il l'admette ou qu'il la rejette. S'il la rejette, par méfiance, nous le réduirons ad absurdum et triompherons. Mais s'il l'admet, nous aurons dit, en attendant mieux, quelque chose de rationnel, et nous pouvons alors voir venir. Ou bien nous y ajouterons le stratagème précédent et nous affirmerons alors que notre paradoxe est démontré. Il lui faut une extrême impudence, mais elle se rencontre dans l'expérience humaine, et il y a des gens qui pratiquent instinctivement toutes ces astuces.
Et donc, il n'est pas normal d'avoir ce fardeau-là. Quant à faire de la charité, qui paye les fonds que les Français versent à l'Union européenne? Les 9 milliards d'euros que nous versons en plus. Les Français. Oui, pas seulement les Français. Toutes les personnes vivant en France, y compris ce sujet qui vous est cher. Mais on va en parler. C'est-à-dire que... Stratagème numéro 27. Quand l'adversaire entre en fureur à l'improviste, en présence d'un argument, il faut pousser plus loin avec ardeur cet argument. Non seulement parce qu'il est avantageux de le mettre en colère, mais parce qu'on peut supposer qu'on a touché le point faible de son raisonnement, et qu'on peut sans doute le harceler au sujet de ce point plus qu'on ne le voit de prime abord. C'est-à-dire que des Sénégalais qui vivent en France, lorsque par exemple ils achètent tel ou tel produit, ils payent des droits de douane si ce sont des produits d'importation qui vont aller financer la Commission européenne. Et la Commission européenne, attendez, va donner en moyenne 100 fois plus d'argent à chaque habitant de l'Estonie ou de la Lettonie, qui sont des pays à revenus intermédiaires, plutôt qu'à chaque habitant du Sénégal. Et si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, puisque je crois que c'est l'un de vos sujets favoris, je dis quant à moi que nous devrions bien plus réorienter notre aide au développement vis-à-vis des pays du Sud, surtout lorsqu'elle est financée en France par des ressortissants de ces pays. Monsieur Asselineau, toutes les études les plus récentes prouvent que votre raisonnement, qui est un vieux raisonnement, j'ai entendu notre ami commun Charles Pasqua l'expliquer depuis 30 ans, c'est-à-dire il faut développer les pays du Sud pour qu'ils ne viennent pas chez nous. C'est faux. Stratagème numéro 14. Une astuce impudente consiste, quand il a répondu à plusieurs questions sans que ces réponses tournent au profit de la conclusion visée par nous, à prétendre que la déduction que l'on voulait imposer par cette controverse, bien qu'elle n'en résulte aucunement, n'en est pas moins démontrée, et à le proclamer triomphalement. Si l'adversaire est craintif ou stupide, et qu'on possède avec une superbe impudence une voix sonore, on a de bonnes chances de succès. Cela relève du fallacia non causae ut causae, traiter comme une preuve ce qui n'en est pas une. Plus on les développe, et au contraire, plus ils viennent chez nous. Toutes les études récentes le montrent, tout simplement parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir, et quand ils commencent à se développer, ils viennent. Parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir, et quand ils commencent à se développer, ils viennent. Parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir, et quand ils commencent à se développer, ils viennent. Parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir, et quand ils commencent à se développer, ils viennent. Parce que quand ils sont trop pauvres pour venir, ils ne pensent même pas à venir, et quand ils commencent à se développer, ils viennent. Deuxièmement, quand vous dites effectivement un problème qui m'est cher, ce n'est pas l'immigration clandestine qui m'est chère, monsieur Asselineau, c'est l'immigration tout court. Je pense, comme 70% des Français, qu'il faut arrêter toute immigration. Alors, ça, c'est très intéressant. Déjà, il faut commencer par rappeler que, ici, Éric Zemmour ne parle pas de faits ou de chiffres qui pourraient être vérifiables. Il parle de position politique, d'opinion, d'analyse. Or, il se permet de tracer une ligne entre le tort et la raison, l'erreur, la vérité. Au fond, il se permet de dire le bien et le mal. Ça, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça une argumentation désubjectivée. La désubjectivation, c'est assez simple. Ça consiste à présenter une opinion personnelle comme une vérité objective. Au fond, on ne dit pas à l'autre « je ne suis pas d'accord avec vous ». On ne lui dit même pas « je pense que vous avez tort ». On lui dit « vous avez tort ». En d'autres termes, Éric Zemmour, dans ses extraits, se présente comme le détenteur d'une vérité révélée. Et ça me semble poser deux problèmes. Le premier, assez simple, c'est un positionnement mégalomane. Il n'y a que les saints et les prophètes, les rois et les dictateurs qui se permettent de parler comme ça. Deuxième problème, plus grave parce qu'il est démocratique, c'est un positionnement déloyal. Dès lors qu'Éric Zemmour se permet de dire « vous avez tort » ou « vous avez raison », il se place dans la position du professeur. Et ça lui permet de prendre immédiatement et de manière indue l'ascendant sur ses adversaires. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe quand, malgré tout, il tombe sur quelqu'un en position de lui résister? Par exemple, Bernard-Henri Lévy. Eh bien, il se passe ça. Pourquoi c'est une Europe faible? Parce qu'elle s'est convertie au BHLisme. C'est bien avec vous parce qu'on est dans Harry Potter. Il y a Erdogan le méchant, Poutine le méchant, et puis maintenant Trump le méchant. Moi j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Moi j'aime bien, j'ai aucun problème avec vous. Le problème c'est le réel qui a un problème avec vous. Le réel vous aime pas. Le réel passe son temps à se moquer de vous. Vous inventez à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que c'était beau, c'est Harry Potter. Parce que vous ne pensez pas que votre narcissisme confine à la naïveté. Mais à cause de ça, on a eu des millions de migrants qui sont passés. Non. Bravo Bernard-Henri Lévy. Les millions Chapeau de migrants.
Votre narcissisme confine à la naïveté, vous êtes Harry Potter. Ici, on a basculé dans autre chose. On a basculé dans ce qu'on appelle de l'argumentation ad personam. C'est assez simple, ça consiste à faire porter ses arguments sur la personne même de l'adversaire ou de l'interlocuteur. En d'autres termes, on cherche à disqualifier son interlocuteur, à le discréditer, voire même, et je crois que c'est le cas ici, à l'humilier. Alors attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'arguments chez Éric Zemmour. En 10 heures de débat, il y a eu des arguments et chacun est libre de se positionner par rapport à l'autre. En revanche, ce qui m'apparaît quand on voit ces séquences, c'est plutôt la difficulté de débattre sereinement, de débattre tout court avec Éric Zemmour. Il présente ses opinions comme des vérités. Il agresse ses interlocuteurs. Au fond, à mon sens, ce qu'il ne respecte pas, c'est simple, ce sont les règles du jeu du débat démocratique. Et ça c'est un problème. Et que là-dessus, c'est le problème majeur. C'est ça le reproche principal que je vous fais, c'est que vous vous trompez de combat hiérarchiquement premier. Vous pensez, vous, que le combat premier en haut de l'échelle, c'est la souveraineté. Moi, je pense que c'est l'identité. C'est-à-dire que je pense, avant de déterminer quelle part de souveraineté on a et comment on peut récupérer notre souveraineté, je suis pas en désaccord majeur avec vous là-dessus. Mais je pense que le premier problème, c'est quel peuple sommes-nous? Quelle nation sommes-nous? Quelle identité avons-nous? Quelle identité allons-nous garder? Vous savez, si dans 50 ans, nous sommes devenus une république islamique, elle pourrait être souveraine, ça ne sera plus la France non plus. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait? Le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais parce que je pense que votre question est une question provocatrice. Vous considérez vraiment qu'il va y avoir un État islamique en France? À 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Donc la question de la souveraineté passe après la question de l'identité. Et vous détournez le combat du vrai enjeu majeur. Je pense que la démographie est plus importante que le droit. Je pense que ça n'est pas véritablement le volume des gens qui pose problème, je suis d'accord. Donc on est d'accord sur ce point-là. En revanche, le fantasme que cela suscite, la représentation, puisqu'on est vraiment dans un phénomène de représentation. Par exemple, la démographie. On vous dit, les Arabes, ça prolifère. Ça prolifère. Voilà le mot proliférer, comme des lapins. Ça prolifère. Eh bien, on constate, les chiffres le disent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est que la courbe a tendance à redevenir nationale. Bien sûr. Ils proliféraient chez eux. Quand ils viennent ici, à la deuxième génération... Qui va faire deuxième génération Qui va faire des mômes pour la France, alors? Eh ben alors, c'est tant pis, c'est pour la prochaine immigration. Non, Monsieur Zemmour, vous méconnaissez le fait que la souveraineté, c'est pas un concept abstrait, c'est le pouvoir de changer les choses. Vous nous parlez d'immigration. Est-ce que vous expliquez, est-ce que Madame Le Pen, par exemple, explique aux Français qu'il y a une directive, la directive, pour être précis, 2003-86 CE du 22 septembre 2003, qui intègre dans le droit communautaire le regroupement familial? Est-ce que vous expliquez ça aux Français? Est-ce que vous expliquez aux Français que les articles... Je sais que je me suis fait connaître parce que je connaissais les articles, mais c'est normal que lorsqu'on prétend être un chef d'État... Et c'est normal qu'on connaisse... Je te jure, c'est pas moi, Gianni Cemounia, putain, il faut te le dire comment, putain. Je te jure, c'est un sosie, Gianni Cemounia. Je te jure, il me suit partout. C'est un niqueur, c'est un enculé, c'est un voleur. Et c'est normal qu'on connaisse ce dont on parle. Mais monsieur Asselineau, je vous reproche pas de connaître les articles. Les articles 67, 77 et 78 du TFUE transfèrent à l'Union européenne la majeure partie des décisions en matière d'immigration. Ce que nous disons, c'est qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est que la première chose à faire, c'est de rassembler les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, pour reprendre en main les manettes. Et ensuite, sur ces sujets d'immigration, comme sur un certain nombre d'autres, eh bien de poser la question aux Français sur ce qu'ils veulent. En France aussi, on aimerait bien voter sur le sujet de l'immigration, mais nos élites de droite comme de gauche ont décidé qu'on n'aurait pas notre mot à dire. On doit être trop bête. Moi, ce qui me gêne énormément dans votre discours, Monsieur Zemmour, c'est que c'est un discours dont je ne vois pas la finalité, puisque à partir du moment où on n'a pas le pouvoir, la seule logique de votre discours, c'est d'arriver à la guerre civile. C'est toute la logique. Monsieur Asselineau, premièrement, vous dites le regroupement familial est dans une directive, etc. Excusez-moi de vous rappeler qu'elle n'a pas attendu cette directive
pour que le président Giscard d'Estaing décide le regroupement familial en 1975. C'est exact, mais maintenant que c'est une directive... Vous voyez, je vous ai pas interrompu et vous m'interrompez. Non, maintenant que c'est une directive européenne, j'ai pas fini. Ne peut plus en sortir. J'ai pas fini. Deuxièmement, nous n'avons pas attendu la directive européenne pour que le Conseil d'État décide en 1978 par la Régistie que le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, n'avait pas le droit de suspendre le regroupement familial comme il l'avait l'intention. Donc vous voyez, ça, c'est pas l'Europe et c'est nous qui nous sommes tirés une balle dans le pied tout seuls. Deuxièmement, je vous rappelle que nous sommes dans l'Union européenne avec la directive dont vous parlez et que la Hongrie et la Pologne n'ont pas d'immigrés, que l'Italie n'a quasiment pas de regroupement familial malgré votre directive, que le Danemark est en train de tout verrouiller et que personne ne lui déclare la guerre. Parce que votre directive, on peut s'asseoir dessus, monsieur Asselineau. Et la France peut très bien s'asseoir dessus, si le politique le veut, s'asseoir sur la directive. En fait, ce qu'Airbus est un projet français, à la limite un projet franco-allemand. Attendez, Éric Zemmour, qui serait impossible aujourd'hui. Français, allemand, espagnol et italien. Et il sera possible aujourd'hui, puisque dès la semaine prochaine, ils sont venus après. Nous allons, vous me laissez pas finir, sur la base des nations, construire une Europe de la batterie électrique qui est exactement sur le même modèle que l'industrie aéronautique. Les traités l'interdisent. Un projet les traités l'interdisent. Les traités l'interdisent et vous le savez très bien. Parce que votre directive, on peut s'asseoir dessus, monsieur Asselineau. Et la France peut très bien s'asseoir dessus, si le politique le veut, s'asseoir sur la directive. En fait, ce qui me gêne toujours avec vous, c'est que j'admire votre connaissance des directives, et je le dis sans ironie, parce que moi aussi, je crois avoir une très bonne mémoire, et donc j'aime beaucoup quand on a une excellente mémoire, et je trouve que c'est très utile. Mais quand on a un ordre juridique national qui est sous l'autorité d'un ordre juridique européen, qui, justement, déploie cette idéologie droit de l'hommiste et multiculturaliste, et bien là, c'est mort. On ne peut plus. Mais je ne sais pas. Non. Mais je pense que vous êtes le miroir inversé des gens que vous détestez. Vous faites exactement comme la technocratie de Bruxelles. Vous faites du droit. Vous nous balancez vos directives et vous ne faites pas de politique. Pour vous démontrer l'importance de l'Europe dans cette histoire, je vous rappelle simplement, et vous le savez très bien d'ailleurs, que lorsque vous avez le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui prennent des décisions, le gouvernement s'incline. Or, sur tous ces sujets, et sur tous les autres d'ailleurs, le Conseil d'État et la Cour de cassation obéissent à la Cour de justice des communautés européennes et obéissent à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est le vrai problème. Quand la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à cause de la procédure sur Babylou, le président de la Cour de cassation a dit « Ah ben on va peut-être changer notre jurisprudence ». C'est ça aujourd'hui le problème, monsieur le maire. Alors déjà qu'on a des élites françaises qui ne connaissent plus les règles de la laïcité, parce qu'on parle toujours des règles de la laïcité, mais en fait on ne sait plus aujourd'hui que la laïcité à la française, ce n'est pas seulement la neutralité de l'État, c'est aussi la neutralité des religions par rapport à l'État et par rapport aux citoyens dans la rue. Et ça, ce n'est absolument plus respecté, on le sait très bien, il suffit d'aller dans toutes les banlieues françaises. Il reste 1 minute 30 au ministre de l'économie pour vous répondre et pour conclure ce débat. Je voudrais peut-être qu'on revienne à l'Europe. Mais revenons à l'Europe, c'est la même chose, c'est le même sujet. Je voudrais qu'on revienne à l'Europe et je trouve que ce débat est très... Mais on n'a pas parlé de l'euro, c'est dommage. Et très éclairant. Non, il a dit on n'y va pas et puis c'est tout. C'est simple. Et ils se foutent complètement des directives, machin et machin. Moi je suis fatigué de ces responsables politiques ou journalistiques qui expliquent aux Français qu'il faudrait avoir à la tête de l'État quelqu'un qui piétine le droit. Si on piétine le droit, c'est la porte ouverte à la loi de la jungle. Je suis désolé, l'article 5 de la Constitution pose que le président de la République est le garant du respect des traités. Il est également le garant de l'unité nationale. Et c'est quelque chose auquel vous ne portez jamais attention. Je vous dis que le discours que vous tenez est un discours qui consiste continuellement à jeter de l'huile sur le feu sans qu'il y ait un résultat concret. Et j'ajouterais que vous me faites penser, vous savez ce que faisait François Mitterrand dans les années 80, dès qu'il y avait un problème social un petit peu compliqué, il ressortait le chiffon rouge, le droit de vote aux immigrés. Maintenant... 10 mai 81, François Mitterrand, président. À gauche, c'est l'euphorie et l'espoir. L'espoir que la vie va changer, et notamment celle des immigrés. Dans ses 110 propositions, le candidat socialiste promet de donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Une promesse qui ne sera jamais tenue. En 1985, Mont-Saint-Barreul, dans le Nord, tente une expérience. Pour la première fois, les immigrés sont appelés aux urnes. Tollé. Le Front National manifeste, l'affaire est enterrée.
Pourtant, en 1987, à la veille de sa réélection, François Mitterrand revient à la charge. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que ce droit devrait être étendu. Mais discussion difficile, partout. Difficile, en effet. Surtout quand la droite accuse le président socialiste de faire le jeu du Front National et dénonce sa politique en matière d'immigration. Ce serait, pour l'immigration, le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. De 88 à 95, rien ne bouge, malgré la montée en puissance d'SOS Racisme. En 97, la gauche retrouve le pouvoir, mais Lionel Jospin assure que la réforme est impossible en période de cohabitation. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est cette affaire. Une fois, c'est le burkini, une fois, c'est le voile islamique. C'est-à-dire que on a affaire. C'est comme si le peuple français était un taureau dans une corrida. Alors, il a d'abord les banderilles, le traité de Maastricht, et puis le traité de Lisbonne, et puis le rapport des grandes orientations des politiques économiques, etc. Donc, le taureau commence à être fatigué. Et puis, voici Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour qui est avec son voile, comme le torero, olé. Et olé, c'est-à-dire que le taureau fonce vers la muleta, vers le voile que vous agitez, alors qu'au même moment, on est en train de détruire le droit social des Français. Au même moment, on est en train de privatiser à outrance la Française des Jeux, ce qui est un scandale économique. On est en train de privatiser Aéroport de Paris. On est en train de démolir le droit du travail. Vous savez, ce dont les Français ont besoin, c'est de se rassembler. Ne me faites pas le coup, je sais, il y a des gens qui me font le coup. Ah, c'est un énarque qui vit dans sa tour d'ivoire. Non. Moi, J'ai rien dit. Non, mais je le sais parce que certains m'ont déjà. Je n'allais pas vous dire ça. Eh ben, moi, je vis dans un quartier populaire parisien. J'ai été élu du 19e arrondissement où il y a 150 nationalités. Je me suis présenté aux élections à Aulnay-sous-Bois. Dans le parti politique que j'ai créé, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère et des Français d'origine comme vous d'ailleurs, originaires du Maghreb. Par ailleurs, vous dites que vous êtes attaché à notre terre, c'est très bien, je le suis. Mais je vous ai entendu à l'époque où vous sévissiez sur une chaîne du service public sur la 2, pour ne pas la nommer, que vous étiez d'origine berbère. Bon, donc vous êtes attaché à votre terre. Non, pourquoi ne pas retourner en Kabylie, par exemple? Non, là vous dites n'importe quoi. Eh non, c'est vous qui avez dit, c'est pas moi, hein. Non. J'ai dit, on m'a demandé quels étaient mes ancêtres. Mes ancêtres, oui, ils sont berbères. Donc vous êtes berbère. Mais non, pas du tout. Parce vous êtes quoi? Je suis français. Vous êtes français d'origine berbère. Mais alors, et alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas retourner, justement, lorsque vous faites le client... Mais mon cher, c'est compliqué, Michel. Mon cher monsieur, on peut vous répondre là ou vous parlez tout seul? Mon cher monsieur, et qui sont tout à fait patriotes et tout à fait français. Et donc, il faut favoriser justement ce rassemblement des Français. C'est ça le rôle d'un chef d'État. Éric Zemmour. Monsieur Asselineau, vous faites exactement le contraire du général de Gaulle que vous prétendez révérer. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses. Un, quand il est arrivé au pouvoir, il est resté dans le marché commun de l'époque. Et deux, il a donné l'indépendance à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint Colombey-les-Deux-Mosquées. Vous acceptez que votre village devienne Colombey-les-Deux-Mosquées et vous voulez sortir du marché commun. Et après, vous citez le général de Gaulle. Excusez-moi, j'y vois une contradiction majeure. Et maintenant, deuxièmement, quand vous me dites qu'il faut rassembler, mais rassembler sur quoi? Rassembler autour de quoi? Quand vous avez deux civilisations qui s'affrontent sur le même sol, ce n'est pas être un bout de feu que de dire attention, on va à la catastrophe. Quand on annonce la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'au contraire, on l'aggrave. C'est le contraire. On annonce pour l'éviter. Et on annonce pour dire, voilà, il y a des mesures à prendre avant. Et on peut très bien les prendre sans sortir de l'Union européenne. Parce que, attendez, j'ai fini avec ça. Le problème de votre sortie de l'Union européenne, c'est que vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français. Vous l'avez vu, vous avez fait 1%. Attendez, parce que j'ai eu 0,9% du temps de parole aussi. Bon. Donnez-moi le même temps de parole qu'à Macron. J'ai fini. Vous enfermez les Français dans un tout ou rien. Et ils vont vous répondre rien. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas les Anglais. Si on veut poursuivre, essayer de continuer l'histoire de France et d'avoir une France vraiment indépendante, et il faut sortir de ça. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir des coopérations, ne pas avoir des alliances, etc. Mais ça veut dire que la machine est en train de nous broyer.
Voilà ce que je crois, c'est assez simple. La machine européenne nous broie, selon donc Éric Zemmour. Nous ne sommes pas les Anglais. Et vous savez pourquoi nous ne sommes pas les Anglais? Je vais vous dire. Je pense sincèrement et profondément ce que je vais vous dire. Je pense que nous ne sommes pas les Anglais car nous avons perdu en 40. Nous sommes traumatisés par cela. Les Anglais ont gagné les guerres depuis 2 siècles. Nous en avons perdu plusieurs. Et nous n'osons plus, peut-être à tort d'ailleurs. Moi, je regrette comme vous le temps où nous affrontions toute l'Europe et où nous n'avions pas peur de ça. Parce que De Gaulle et la France représentaient justement une alternative à l'impérialisme américain. C'est pour ça que des millions de Latinos descendaient dans les rues. C'est parce qu'ils avaient besoin de la voix de la France. La France, elle n'appartient pas qu'aux Français, je le dis dans mes conférences. Les peuples du monde ont besoin de la voix de la France justement pour s'opposer aux empires. À toutes les époques, la France a dû s'opposer aux empires, sauf malheureusement lorsqu'elle-même a versé dans ce travers. Mais la France s'est opposée à Hitler, pas parce que c'était l'Allemagne et les Allemands, parce que c'était une volonté impériale. De Gaulle s'est opposé à Staline et à l'URSS, pas parce que c'était les Russes, parce que c'était une volonté impériale. Et De Gaulle s'est opposé aux Anglo-Saxons, pas parce qu'il n'aimait pas les Anglo-Saxons, il disait « je les aime bien », mais simplement parce que c'était une volonté impériale. Et nous l'avons vu en 2003 au moment de la guerre en Irak. Nous l'avons vu lorsque la France est intervenue au Conseil de sécurité par la voix de Dominique de Villepin, lorsque la France est intervenue pour justement s'opposer à la position américaine au Conseil de sécurité. Dans les jours qui ont suivi, plus de 85% de la population planétaire a approuvé la position française. Dans les jours qui ont suivi, on a vu des files d'attente. J'ai toutes les dépêches, j'ai gardé des dépêches de l'époque, se créer de Mexico à New Delhi, de Tokyo à Bombay, de Caracas à Moscou, devant les alliances françaises, les gens qui voulaient apprendre le français. Mais oui, parce qu'on ne sauvera pas la langue française en disant il faut sauver la langue française et en se battant sur l'imparfait du subjonctif. On sauvera la langue française à condition que nous croyions dans la France. Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même, disait De Gaulle. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'apprendre la langue française si la France apparaît comme le domestique et le larbin des États-Unis? Faire le choix de la langue française, c'est faire le choix d'une posture politique. C'est faire le choix d'un pays qui, certes, n'est plus une très grande puissance, mais qui, pour quiconque a voyagé dans le monde, sait bien que nous avons une aura considérable, que la voix de la France est attendue avec impatience dans les pays du Moyen-Orient, dans le monde arabe, en Extrême-Orient, en Amérique latine, dans l'ensemble russophone. Les gens attendent. Et que dit la France? C'est bien, votre pays reste maître chez lui. Et ça nous répond, le monde actuel a trouvé en vous le plus grand Saint-Georges moderne. Saint-Georges, vous savez, c'est celui qui terrasse le dragon. C'est ça la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est pour aider les autres, c'est pour aider les autres pays du monde. Que nous soyons un modèle comme nous l'avons été en 1789, comme nous l'avons été en 1848, comme nous l'avons été en 1792 aussi à Valmy, comme nous l'avons été également pendant la Seconde Guerre mondiale et comme nous l'avons été pendant les années 1960, que nous soyons un principe à la fois de modération, parce que la France est un pays de modération, mais un principe de libération. C'est ça la grandeur de la France. Donc avant que de cracher sur la grandeur de la France, eh bien je dis aux gens, regardez bien sur quoi vous crachez. De ça. Mais on n'ose plus faire ça. Et plutôt, vous nous enfermez dans un combat perdu d'avance et vous ne voulez pas voir le seul combat qui vaille, c'est-à-dire le combat pour notre identité. Alors, je pense que c'est criminel ce que vous faites. Et vous êtes aussi coupable que la gauche. Vous tenez le même discours que la gauche. Monsieur Zemmour, ultime stratagème. Si l'on s'aperçoit que son adversaire est supérieur et qu'on va perdre la partie, que l'on prenne un ton personnel, offensant, grossier. Devenir personnel, cela consiste à passer de l'objet du débat, puisqu'on a perdu la partie, au contradicteur lui-même, et à s'en prendre à sa personne, d'une manière ou de l'autre. On pourrait l'appeler argumentum ad personam, afin de le distinguer de l'argumentum ad hominem. Celui-ci s'écarte de l'objet proprement dit pour s'attacher à ce que l'adversaire en a dit, ou en a concédé. Mais lorsqu'on devient personnel, on laisse complètement de côté l'objet,
et concentre son attaque sur la personne de l'adversaire. Monsieur Zemmour, vous nous condamnez à un discours... On vous a entendu sur ce sujet. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Voilà. Non, il faut quand même que je réponde. Mais répondez. Je vous en prie. Non. D'abord, je ne suis pas du tout un homme du passé, je suis un homme du futur. J'ai pas dit ça, vous répondez à ce que je n'ai pas dit. Si, parce que vous dites, vous enfermez, vous citez De Gaulle, etc. Je ne révère pas De Gaulle. Ce qu'il faut regarder, c'est le futur. Le futur, c'est une première. Vous ne révérez pas De Gaulle. Vous revendiquez du gaullisme social. Oui, peut-être, mais pas seulement. Il y a chez nous des gens qui sont anti-gaullistes et qui ont rallié l'UPR. Ce que nous proposons, c'est de regarder la France du futur. La France du futur, tout le monde a compris que l'Union européenne est au bord de la désintégration. C'est d'ailleurs Macron lui-même qui l'a dit, l'Europe est au bord du précipice. Plus personne dans toute porte fermée, les gens savent que ça ne marche plus à 28 États. C'est-à-dire qu'il faut regarder de l'avant. Votre discours, c'est vous qui enfermez les Français dans une polémique stérile qui ne peut déboucher en fait, au bout du compte, que sur la guerre civile. Vous ne proposez rien. Ce que je dis, c'est que il s'agit d'une vaste manipulation pour monter les musulmans d'un côté contre les gens d'extrême droite en face. Donc moi, ce que je dis aux musulmans et aux gens de la droite nationale, c'est voyez le piège grossier qui vous est tendu et évitez de vous précipiter la tête la première dans ce piège grossier. Et ça nous permet pour le coup de venir à la question suivante. Finalement, qui sont les responsables de tout ça au sein de l'oligarchie? Qui sont-ils? Quelle est leur idéologie? Et c'est quoi le but de tout ça finalement? De cette diversion, voire de cet agenda? Parce que moi, de ce que tu me décris, j'ai l'impression que c'est un agenda finalement. Bien sûr que c'est un agenda. C'était, je crois, Roosevelt qui disait en politique, il n'y a jamais de hasard. Et ceux qui travaillent à cette guerre civile pour dévier la colère des Français, je vous l'ai dit, il y a des têtes qui représentent ce mouvement. C'est un mouvement néoconservateur français, néoconservateur judéo-sioniste, pour être clair, avec d'une part Éric Zemmour qui monte les Français accessoirement catholiques contre les musulmans, et d'autre part Bernard-Henri Lévy ou Attali qui se présente maintenant comme le parrain des musulmans. On l'a vu récemment sur Beurre FM. Beurre FM qui appartient à feu Serge Dassault. Beurre FM a été acheté par Dassault il y a quelques années. D'ailleurs, Beurre FM a été acheté, je crois, en 2014 par Dassault, et quelques années avant, autour de 2010, Jacques Attali déclarait publiquement il faut que nous, les Juifs, nous prenions en charge la bourgeoisie musulmane montante. Il dit comme en Angleterre, où des Juifs financent les imams. Donc on a Jacques Attali qui dit qu'il faut prendre en charge la bourgeoisie musulmane. Quelques années après, on a Serge Dassault qui achète Beurre FM. Et logiquement, Jacques Attali qui est invité, qui était dans les locaux de Beurre FM. Et donc leur stratégie à eux, c'est de pousser les musulmans contre les catholiques, en disant, et d'ailleurs il rappelle, il dit oui, souvenez-vous, on n'en parle pas assez souvent, mais en Algérie il y a eu une alliance judéo-musulmane contre le colon blanc français. Donc en fait, il y a Attali qui veut mettre en place une alliance judéo-musulmane face à Zemmour qui veut mettre en place une alliance judéo-chrétienne. Et l'idéologie de tout ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la stratégie du choc des civilisations. Théorisée non pas par Samuel Huntington, mais par son maître Bernard Lewis, de confession juive et détenteur de 3 nationalités américaines, britanniques et israéliennes. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une des références de Zemmour, qui cite Huntington, mais aussi Bernard Lewis, qui est un historien spécialiste du monde musulman. Bernard Lewis qui a contribué à pousser les États-Unis dans la guerre contre l'Irak. 1 million de morts. Effectivement. Je pense que c'est criminel ce que vous faites. La première guerre, la deuxième, d'accord, celle de 2003. C'est celui qui a convaincu personnellement Dick Cheney, qui était opposé à la guerre. Monsieur Assel, mais je propose pas du tout. D'ailleurs, moi, j'ai fait 1,2% aux élections européennes. Vous ne vous êtes pas présenté, donc vous avez fait 0%. Et par ailleurs, je me permets de dire... allez-y, et nous verrons. Alors, je dis que nous devons rassembler les Français, redonner confiance aux Français dans la France, et aussi faire comprendre, parce que vous savez ce qui se passe dans les banlieues. Qu'est-ce que c'est la France pour vous? Ce qui se passe dans les banlieues, c'est un immense discrédit de la classe politique. Parce que lorsque dans les banlieues... Je me moque de la classe politique. Mais moi, je m'en moque pas. Monsieur Asselineau, qu'est-ce que c'est que la France pour vous? Laissez-moi parler. Lorsque l'on voit dans les banlieues une classe politique vermoulue de corruption, où l'on a des affaires style Balkany, style Richard Ferrand, c'est pas mon sujet. Messieurs, François Asselineau,
écoutez-moi, Vous êtes à côté de la plaque, monsieur Asselineau. Pardonnez-moi, vous êtes à côté de la plaque. François Asselineau, j'ai une question. Non, c'est moi. Maintenant, c'est moi. François Asselineau. La logique de l'Union européenne, c'est pas de frontières. La logique de l'Union européenne, c'est pas d'identité. La logique de l'Union européenne, c'est uniquement un marché avec des consommateurs et non pas des peuples. C'est ça le problème. Alors, François Asselineau, j'ai une petite question pour vous. 1,2%, s'il vous plaît. 1,2%. C'est le chiffre que vous avez fait aux européennes. Sur 34 listes, oui. Et nous allons aller aux élections municipales. Monsieur Asselineau. Oui. C'est un chiffre que vous avez fait. Oui. Vous étiez vous vouliez être le porte-parole justement des Gilets jaunes. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas été une rupture entre la base et la technocratie ? Oui, le problème des Gilets jaunes que je vois, c'est qu'ils ne supportent plus la situation actuelle. Macron parle des fractures, mais c'est lui qui a contribué à faire les fractures, sachant qu'il n'y a pas que lui. Avant lui, il y avait Hollande, avant lui, il y avait Sarkozy. Toutes ces personnalités, on n'a plus de chef d'État. Vous savez, puisqu'on parlait de De Gaulle, vous savez cette formidable parole de De Gaulle en parlant de Paul Reynaud, pour qu'il fût un chef d'État, il lui avait manqué deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Macron, il parlait du président Lebrun. Oui, d'Albert Lebrun. Il avait dit d'Albert Lebrun, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que Macron soit un chef d'État, il lui manque deux choses. Qu'il soit un chef. Ça n'est pas un chef, il est dans la main de l'oligarchie qui l'a fait élire. Et qu'il manque un État, c'est-à-dire un État qui fasse respecter la loi. Il est quand même extraordinaire, puisqu'on parle des Gilets jaunes. Ensuite, on parle du Frexit. Oui, puisqu'on parle des Gilets jaunes, c'est quand même extraordinaire de voir que des Gilets jaunes se font agressés, molestés, blessés à vie, mutilés, que la justice est absolument impitoyable et au même moment, dans les banlieues, on a des petits dealers qui sont arrêtés par la police, relâchés une semaine après. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y ait ce différentiel de gestion de l'État ? Comment se fait-il ? Non, mais c'est moi qui vous pose la question. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'assument pas ce que doit être un État. Un État, ça doit être dirigé d'abord par un homme d'État, quelqu'un qui a une vision de l'avenir. Vous avez une vision, qui est une vision polémique, une vision qui nous mène au conflit. Nous avons dit, ne me fais pas. J'aimerais bien pouvoir répondre. Nous avons Asselineau. Soyez gentil, monsieur Asselineau. Monsieur Éric Zemmour. Quand vous dites que mon discours mène au conflit, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 250 morts depuis 4 ans tués au nom de Allah Akbar. Donc c'est pas moi ça, c'est pas moi qui ai mené à ce conflit, c'est pas moi qui ai tué les 250 personnes. Alors, faudrait quand même être mesuré. Oui, mais je vais vous répondre. Je continue. Deuxièmement, que Emmanuel Macron ne soit pas un chef et qu'il n'y ait plus d'État, selon la formule du général de Gaulle, peut-être. Je ne suis pas là pour discuter des mérites d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, moi, c'est que votre méthode n'est pas la bonne. Et quand vous me dites que je divise, moi, j'aimerais savoir sur quoi vous rassemblez. Vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que c'est que la France pour vous ? Et quelle civilisation c'est ? Quel peuple c'est ? Je vous rappelle la phrase du général de Gaulle, puisque apparemment maintenant vous reniez le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait: il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs et bruns, mais il faut qu'ils restent en minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Est-ce que vous souscrivez à cette phrase du général de Gaulle, ou est-ce que vous estimez que, au contraire, nous devons être un peuple multiculturel et qu'il y ait des enclaves islamisées partout en France est tout à fait bien et tout à fait normal? Alors déjà, le général de Gaulle était un homme né en 19e siècle, en 1890. La situation a pas mal changé. Deuxièmement, ce que vous dites ne débouche sur rien. Non, ça débouche sur tout. Non, que de jeter de l'huile sur le feu. Comme disait de Gaulle, puisque vous aimez à le citer, la politique, c'est partir des réalités. La réalité, c'est quoi ? C'est que la France, elle est comme elle est aujourd'hui, et que nous voulons rassembler. Et s'il y a bien quelqu'un qui passe son temps à vouloir redonner son lustre à la France, c'est moi. Toutes mes interventions, je les conclus en disant: vive la République, vive la France. Est-ce que vous avez déjà... Non, jamais, je n'ai jamais entendu le président de la République dire ce genre de truc. Stratagème numéro 23. La contradiction et la querelle incitent à exagérer ce que l'on affirme. Nous pouvons donc amener l'adversaire, en le contredisant, à pousser une affirmation à la rigueur exacte, dans les limites qui lui conviennent, au-delà de la vérité. Et une fois que nous avons réfuté cette exagération, nous avons l'air d'avoir également réfuté sa proposition originelle. À l'inverse, il faut bien nous garder de nous laisser entraîner par la contradiction à exagérer ou à étendre le champ d'application de notre proposition. Souvent aussi, l'adversaire tentera lui-même et directement
d'étendre le champ de notre proposition au-delà des limites que nous lui avons fixées. Il faut aussitôt alors y mettre le holà et le ramener à la limite de notre affirmation en disant « Voilà ce que j'ai dit et rien de plus. » Nous disons qu'on rassemblera les Français sur une certaine idée de la France. La France qui ne va pas créer... Vous citez 250 morts, c'est atroce. Mais est-ce que la France avait à démolir le régime syrien, d'essayer de démolir le régime syrien, démolir le régime libyen, démolir le régime libyen? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas dans les banlieues une formidable soif de justice et un refus du deux poids deux mesures? Nous allons aller dans les banlieues. Nous allons être dans 60 villes de plus de 10 000 habitants. Là, il n'y aura pas 34 listes, il y en aura 4 ou 5. Et nous proposons d'abord et avant tout l'honnêteté, la sincérité, et on adopte toutes les mesures de anticorps, l'organisation anticorruption. Déjà, luttons cela. Je note, monsieur Asselineau, que vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que la civilisation française et que, vous n'êtes pas capable de me dire que c'est une civilisation européenne et que c'est la seule limite de votre raisonnement. Ça n'est pas... Oui, mais alors, comme disait Bismarck, l'Europe c'est une géographie, c'est pas un pays. Qu'est-ce qu'il disait Bismarck? L'Europe est une géographie, c'est pas un pays. Du tout vrai. J'ai fait une conférence sur l'histoire de France qui a un très grand succès sur Internet. Je suis le seul politique à avoir parlé de l'histoire de France. François Asselineau, vous reviendrez si vous voulez, pour qu'on puisse parler du Brexit ou du Brexit si vous le souhaitez. En tout cas, restez avec nous sur. Il y a des gens qui me disent parfois, mais pourquoi est-ce que il n'y aurait pas une Union européenne qui se créerait, une nation européenne qui se créerait, comme il y a eu la création de la France avec l'adjonction de la Bretagne, après le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, puis avec Louis XII, comme il y a eu le traité des Pyrénées en 1659 qui a rattaché le Roussillon et l'Artois, comme il y a eu le rattachement de la Franche-Comté, etc., sous Henri IV, comme il y a eu le rattachement de l'Alsace sous Louis XIV et des Flandres. Il y a des gens qui me disent « mais pourquoi ça ne serait pas possible ?» Et moi je réponds « mais parce que nous ne sommes plus dans l'enfance du monde ». C'est-à-dire que peut-être que ça aurait pu arriver. De la même façon qu'il aurait pu peut-être ne pas y avoir de France. Finalement, on a des frontières naturelles avec l'Espagne, avec les Pyrénées. C'est quand même une frontière naturelle avec l'Italie. Mais toute la région, tout le nord et le nord-est, d'où sont venus d'ailleurs beaucoup des conflits de la France, pas uniquement d'ailleurs, c'est beaucoup moins évident. On aurait pu avoir, je sais pas, Philippe Auguste aurait pu être battu à Bouvines, et puis on aurait eu autre chose. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu une nation qui s'est créée, qui a plus de 1000 ans d'âge depuis l'accession du Capet au trône à Noyon. Et ça s'est fait justement avec des violences fondatrices, comme dirait René Girard, c'est-à-dire avec de la guerre, voilà. Et maintenant, au 3e millénaire, c'est plus comme ça que les choses se passent. Maintenant, il n'y a plus cette violence fondatrice qui permettrait peut-être de faire fusionner. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut, je crois, tenir compte avec lucidité de la situation, et il faut militer, à mon avis, pour un nouveau concert des nations. Un concert des nations où il faut protéger au contraire la diversité des peuples, des langues et des nations. Peuples, langues et nations, on trouve ça dans la Bible. C'est une belle formule. Je crois que notre devoir pour nos descendants, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas... on puisse préserver ces grandes nations qui ont créé des civilisations, de la littérature, de la beauté, etc. Et non pas ce que je ne voudrais surtout pas qu'il arrive, c'est une espèce de pulvérisation de ces nations en sous-entités, sous la forme des euro-régions par exemple. Ce qui menace actuellement, il y a quand même des menaces d'éclatement de l'Espagne, d'éclatement de la Belgique, d'éclatement du Royaume-Uni, d'éclatement de la France, en sous-entités qui n'auraient pas la taille suffisante, et tout ce récit serait noyé dans une civilisation mondiale fondée sur une langue que certains appellent le globish, l'anglo-américain de bazar, que les linguistes appellent ça une koiné, une espèce de nouveau latin de notre époque, et où tout le monde, et ceci véhiculerait un même mode de vie au niveau planétaire, tout le monde mangerait du McDonald's, du Kentucky Fried Chicken, tout le monde s'émouverait devant les mêmes productions hollywoodiennes. Enfin, pour moi, ça, c'est l'horreur. Je pense que ça serait dramatique de laisser ça à nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça que il y a dans mon refus de la construction européenne, je pense que c'est fondé sur des idées saines. C'est pas du tout de la xénophobie, c'est au contraire la volonté de préserver, comme il faut préserver la diversité biologique des espèces animales ou végétales, il faut préserver aussi la diversité des peuples et des nations et des grandes civilisations de la planète. Merci.